Alors, David Engels, nous nous rencontrons pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois. La dernière fois, c'était pour parler de ton livre Le déclin en français, Na drodze do Imperium en polonais. Donc, tu es professeur, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Vendée, l'ICS, et également Research Fellow au MCC, Matthias Corvinus Collegium de Bruxelles, université privée hongroise, n'est-ce pas? Oui. Oui, enfin, c'est une institution disons, qui aide, qui favorise des très bons étudiants et qui leur offre donc toute une série de possibilités et qui fait aussi un petit peu de réseautage à Bruxelles. Mhm, d'accord. Et donc, historien spécialiste de l'histoire de l'Antiquité, de l'histoire romaine tout particulièrement, Tout à fait, oui, c'est ça. belge, germanophone, mais aussi très francophone J'essaie. également. Vivant en Pologne. La dernière fois, nous avons parlé sur la base de ton livre Le déclin, La Drozda do Imperium, nous avons parlé des similitudes entre la situation actuelle dans l'Union européenne et le moment de la fin de la République romaine quand elle s'est transformée en empire des Césars, donc en dictature en fait, on peut dire. Par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'aujourd'hui, on va vouloir parler des solutions que tu proposes avec cette perspective historique pour l'Europe d'aujourd'hui, pour sortir l'Europe de l'ornière, je dirais. Qu'est-ce que t'inspirent les élections de dimanche par rapport à ces similitudes avec la fin de la République romaine et cet espoir d'une autre Europe? Mhm. Bah, de toute façon, je crois qu'une chose est devenue assez claire, le changement ne vient pas des urnes. Peut-être dans certains États-nations, en France, on voit peut-être avec les nouvelles élections un vent de changement dont je ne sais pas encore très bien dans quelle direction il va aller. Mais voilà, dans les autres pays, les élections sont plutôt comme des genres de prise d'opinion un peu généraliste, mais les grandes décisions sur l'évolution économique, culturelle, démographique, migratoire, industrielle ne viennent plus du tout de l'espace politique. Ils viennent très clairement des forces qui se trouvent derrière, notamment évidemment des grands décideurs de big money, big data, big pharma, etc., qui sont évidemment les grandes forces là derrière. Et puis, il faut dire aussi que notre système politique a dépassé de loin le seuil où une réponse politique démocratique pourrait encore être efficacement donnée. Je crois qu'on est plutôt dans un genre de marasme institutionnel, de stagnation, voire d'impuissance véritablement politique qui devient très clair aux élections. Et donc, déjà, c'est assez difficile d'un point de vue national de donner une réponse à toutes ces questions-là. Mais avec cette Union européenne-là, le grand plan de relance de notre continent qui devrait être axé sur 10, voire 20 ans de futur pour avoir peut-être une petite chance d'aboutir, est plus ou moins impossible à implémenter avec les outils qu'on a aujourd'hui en main. Donc c'est pour ça que les élections, oui, ça a été intéressant, ça a montré une certaine tendance vers la droite, du moins dans certains pays, surtout d'Europe occidentale, alors que ici en Europe plutôt orientale, ça a montré plutôt le chemin un peu inverse, à la fois en Pologne même et aussi en Hongrie, mais en général, c'est surtout disons, un indicateur de prise d'opinion qu'un véritable moteur d'une transformation. Ça voudrait dire alors qu'on a passé le stade de la République. Si on compare à la République, à la fin de la République romaine, on est déjà dans l'Empire alors. Non, 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 pas du tout. Non, parce que déjà sous l'Empire, sous la République, surtout vers la fin, on voit évidemment cette impossibilité de réforme. Ça fait déjà depuis le deuxième siècle avant notre ère que la République romaine sait exactement où se trouvent les problèmes. Bah, notamment dans l'annuité des magistratures, dans le problème posé par la collégialité, par le rapport très difficile entre le Sénat et le gouverneur de province, qui ont finalement beaucoup trop peu
temps dans leurs différentes provinces pour réimplémenter l'ordre romain, des problèmes à la fois financiers, des problèmes d'organisation, etc. Les Romains connaissent très bien les soucis de leur État, mais ils sont dans l'incapacité de changer quoi que ce soit, car une telle réforme fondamentale de la République romaine aurait bouleversé totalement disons, des principes structurels qui avaient jadis fait la grandeur de la République romaine, qui à la fin croulait sous justement les mêmes facteurs qui avaient contribué à sa grandeur. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation semblable. Tout le monde dans les rues pourra plus ou moins pointer du doigt quels sont les grands problèmes, euh, pas seulement démocratiques, institutionnels, mais aussi économiques, culturels, identitaires, migratoires, démographiques, etc., qui se posent à notre continent. Mais changer quoi que ce soit, notamment changer les traités européens, c'est devenu pour nous autant une véritable impossibilité que ce le fut jadis pour la République. C'est justement pour cette raison-là que, vu que la solution ne peut pas venir de l'intérieur, de façon organique par des réformes démocratiques, cette République a éclaté à un moment ou à un autre. Et je crois que c'est plus ou moins vers ça que cette Europe est tout doucement en train de se diriger, notamment en France. Alors, c'est un discours qui peut paraître très pessimiste, mais tu as écrit plusieurs livres avec des propositions pour l'Europe d'aujourd'hui. Le dernier en date, sorti pour le moment en français, c'est Défendre l'Europe civilisationnelle, petit traité d'espérialisme. C'est un peu un remake personnel d'un travail collectif que vous aviez fait à l'Institut occidental en Pologne, oui, qui s'appelait Renovatio Europa. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce en latin. Dans le latin d'église moderne, oui. D'accord. Avant, on aurait dit Plaidoyer. Europae. Et- D'accord. Plaidoyer pour un renouveau espérialiste de l'Europe. Alors, qu'est-ce que l'espérialisme? Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Oui, oui, oui. Bon, je crois que l'idée fait tout doucement son petit chemin. Bon, l'impérialisme, c'est évidemment un mot que j'ai inventé moi-même il y a quelques années, justement, pour désigner ce que moi j'appelle un patriotisme européen conservateur et pas européiste. Donc, il n'y a pas encore de mot précisément pour cela. Il y a d'un côté les souverainistes qui veulent le retour à l'État-nation, d'un autre côté les européistes qui trouvent ce que, en gros, l'Union européenne fait très bien et qu'il faut encore plus de cela. Ma position à moi, c'est qu'elle est à la fois pro-européenne, dans le sens que je suis persuadé que nous avons besoin de plus d'intégration européenne et de plus de coopération, mais seulement dans les domaines qui sont absolument nécessaires à la survie de notre civilisation en tant que telle. Non en ce qui piétine ou en ce qui empiète sur les autonomies nationales. Donc là, actuellement, le problème que nous avons, c'est une Europe qui est très faible vers l'extérieur, alors qu'elle peut être très dominante et très autoritaire vers l'intérieur. Nous, en fait, on a besoin du contraire. On aura besoin d'une Europe qui soit capable de défendre nos frontières partout en Europe, qui serait capable d'avoir aussi une force de frappe militaire plus ou moins respectable, qui aurait une politique étrangère digne de ce nom-là, finalement, qui forcément financerait aussi des grands projets de recherche commune ou des infrastructures communes en Europe, mais qui, à part cela, respecterait à nouveau le principe de subsidiarité. Mais évidemment, une telle réforme, elle est uniquement possible, en tout cas de mon point de vue, sur base d'un sursaut identitaire, je dirais, d'une nouvelle fierté de notre tradition, de notre histoire, de notre passé, de ce que ça veut dire d'être européen, de concevoir l'Europe non pas comme un genre de construction sur une table rase, sur des principes kantiens, commencés à peine après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui voit plutôt l'Europe dans la longue durée et qui s'identifie avec ce passé européen dans sa totalité. Et cette approche-là, c'est-à-dire ce patriotisme européen mais conservateur, j'y ai donné le nom d'espérialisme, ça a donné lieu aussi à deux projets de livres, tous les deux d'ailleurs traduits aussi en langue polonaise, mais c'était des collectifs, pas, notamment celui que tu as là, l'autre
également, qui s'appelle Europa Eterna, mais c'était justement des collectifs où moi, bon, j'y ai rajouté un petit peu mes propres idées, j'ai un peu dirigé la direction générale de ces ouvrages, mais voilà, ce n'étaient pas des monographies et ça allait parfois dans des sens relativement divers. Et moi, ça fait maintenant depuis presque une dizaine d'années que je publie ces idées dans des centaines d'articles un peu distribués, enfin diffusés par-ci, par-là. Et quand la maison d'édition Salvator m'a approché en me demandant si juste avant les élections européennes, je pouvais synthétiser cette approche spécifique qui est relativement rare encore, je dirais pour le moment. Bon, ça a été pour moi l'occasion vraiment de mettre tout ça ensemble et de mettre dedans certains fils rouges qui n'étaient peut-être pas encore tellement reconnaissables dans les petits articles par-ci, par-là, et de produire en quelques semaines, en fait, ce traité d'espérialisme qui tente vraiment d'à la fois décrire l'histoire d'Europe et ce qui, selon moi, en découle pour l'analyse de notre crise actuelle et surtout des conséquences à en tirer pour le futur. Et pourquoi ce terme espérialiste, il vient d'où? Du grec ancien. Tu connais les îles des Hespérides, par exemple, hein, qui se trouvent à l'ouest extrême du monde grec. Et donc, ce terme-là, Hespéros ou les Hespérides, ben, c'est devenu le synonyme en grec ancien pour l'Occident extrême ou l'extrême Occident, c'est-à-dire vraiment et qui reflète, je trouve, assez bien cette pulsion ou nostalgie de l'homme européen pour ce qui se trouve derrière l'océan, hein, cette poussée qui pousse depuis des siècles et des siècles l'Européen à vouloir franchir ces barrières, à franchir cet horizon, de découvrir ce qui se trouve au-delà. Dans une première phase, évidemment, une quête presque démesurée de ce qui est inaccessible, qui se focalisait surtout sur l'aspect transcendant, sur Dieu, sur l'intériorité, sur la théologie, sur l'âme, et qui, évidemment, dans une deuxième phase, alors s'est concrétisé dans les grandes découvertes géographiques, l'explosion des connaissances scientifiques, dans la conquête coloniale du monde. Donc, bref, dans tout ce domaine plutôt matériel, concret. Et ça fait partie d'ailleurs aussi de l'idée générale du livre, c'est-à-dire que notre civilisation, tout comme toutes les autres finalement, se divise essentiellement en trois phases. Dans une première où leur spécificité psychologique, civilisationnelle se focalise sur la transcendance, avec des approches évidemment très différentes, la nôtre résidant dans le christianisme, d'autres résidant dans l'hindouisme ou dans des formes de confucianisme ou dans le paganisme gréco-romain, et une deuxième phase qui est, pour ainsi dire, antithétique, où cette nostalgie pour la transcendance, finalement, tourne et devient plutôt une fascination pour l'immanence, c'est-à-dire la matière. Et cela appelle évidemment une troisième phase, selon moi en tout cas, une troisième phase plutôt synthétique, si on veut, que j'appelle souvent le retour conscient à la tradition, et qui inaugure alors des phases telles que l'Empire romain, telles que l'Empire des Han en Chine, telles que l'Empire des Gupta en Inde, telles que les Ramessides en Égypte, telles que la dynastie, ou plutôt les successeurs de Khosroès Ier en Iran. Et je crois aussi qu'il pourrait être une des façons de concevoir ce tournant qui, de mon point de vue, s'approche aussi tout doucement ici chez nous en Europe, car je suis assez persuadé que nous sommes vraiment là actuellement à la fin de cette phase antithétique, matérialiste, hédoniste, très immanente, très Woke. woke exactement actuellement. Et donc je vois ce qui nous arrive actuellement, non pas comme un hasard ou comme un accident de parcours, mais au fond comme presque l'aboutissement assez logique d'un changement de paradigme qui s'est opéré au XVIe siècle et qui, à fur et à mesure, par l'illusion humaniste ensuite le relativisme et le nihilisme, va maintenant dans la situation woke, qui est finalement le moment où l'humanisme
détaché de Dieu, se mène lui-même à l'absurde. Alors justement, tu parles de transcendance et dans ce livre, Défendre l'Europe, quand tu décris la déconstruction de notre civilisation, le premier pas, c'est la perte de transcendance, donc en fait la perte de la foi. Euh, et donc un retour à nos sources pour faire repartir notre civilisation avec plus de force, ça passe par un retour à la foi, alors, à la foi chrétienne pour les Européens. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, désolé. Donc oui, tout à fait. On voit dans toutes les grandes civilisations cette phase de synthèse qui s'accompagne d'une restauration religieuse. On voit ça très bien chez Auguste, on en a parlé la dernière fois, hein, la restauration de la religion républicaine romaine, on voit ça sous la dynastie des Qin et puis surtout des Han. On voit ça sous la troisième dynastie d'Ur, on voit ça sous les Gupta. Donc à chaque fois, cette phase est en effet accompagnée ou même caractérisée par un tel retour aux origines, mais il faut, je crois, ne pas se leurrer. Nous entrons de plus en plus dans une phase post-historique. Nous ne sommes pas à l'aune d'un nouveau départ pour l'Europe. Notre civilisation est plus ou moins éteinte actuellement. Cette troisième phase ne va pas inaugurer un nouveau cycle, mais plutôt sa fossilisation. C'est plutôt le point final, si on veut, tout comme le Principat augustéen était le point final de l'Antiquité gréco-romaine, enfin un point final qui a permis évidemment quelques centaines d'années d'une éclosion du moins matérielle encore de cet empire-là, mais qui a été le point final derrière la créativité, derrière la véritable force, je dirais, vitale de cette antiquité. Mais c'est évidemment nécessaire. C'est le point final qui donne sens à toute l'Europe. C'est le dernier mot finalement qui explique finalement le sens de toute cette phrase que constitue notre civilisation. Et donc je suis assez persuadé que chez nous aussi, cela s'accompagnera au moins d'une certaine restauration culturelle, superficielle, plutôt patriotique que véritablement ressentie du christianisme. Il y aura peut-être dans une certaine élite, probablement dans tous ces jeunes qui aujourd'hui essayent aussi de se réenraciner, un certain retour à la foi, un retour sincère à la foi, mais je crois que pour la majorité de notre civilisation, ce moment est déjà trop tard. Ils vont probablement suivre plus ou moins, ils vont probablement découvrir ou redécouvrir un certain christianisme culturel comme étant comment dire, la pierre angulaire d'une reconstruction d'une certaine stabilité sociétale, mais ce ne sera plus du tout la véritable foi intériorisée du Moyen Âge. Je crains. En tout cas, ça ne l'a jamais été pour les autres grandes civilisations. Donc je crains aussi que chez nous, ce ne soit pas un vrai nouveau départ, mais justement plutôt ce genre de stabilisation plutôt patriotique et culturelle que véritablement maintenant au niveau de la fidélité ou de la foi personnelle. Bien entendu, tu vois cela d'un point de vue uniquement humain, là. Dans le sens où pour celui qui a la foi, il y a aussi le facteur divin qui peut faire que cette foi se développe de manière tout à fait différente de ce que tu décris là. Bon, il y a deux phases évidemment d'activité. Moi, étant chrétien également, ayant personnellement la foi, je me pose évidemment cette question-là aussi, mais le christianisme est évidemment beaucoup plus que l'Europe. Euh, Déjà, à l'origine, le christianisme vient de territoires qui sont perdus à l'Europe depuis très longtemps, hein. Il n'y a plus vraiment de christianisme dans le Levant, en Égypte, en Asie mineure, etc. Donc on voit très bien comment même les territoires qui étaient le berceau du christianisme sont désormais déchristianisés. Aujourd'hui, le christianisme, ou plutôt vers le milieu du premier millénaire et surtout durant le deuxième millénaire, évidemment, le christianisme s'est surtout déployé ici en Europe, mais on voit très bien qu'il est en train de disparaître démographiquement. Or, il est très vivant en Afrique.
en Amérique latine, même en Asie. Donc on peut très bien imaginer un futur du christianisme qui se passe en grande partie en dehors de l'Europe. D'ailleurs, c'est sûr que le christianisme est l'approche que l'homme européen, que la civilisation européenne a choisi pour exprimer sa quête, sa quête transcendante. Et d'ailleurs, l'homme européen a aussi transformé ce christianisme dont il a hérité. C'est d'ailleurs à l'origine justement de la, comment dire, de la scission avec l'orthodoxie où nous, en tant qu'Européens, dès le synode d'Aix-la-Chapelle, on a choisi une vision, par exemple, de la Trinité qui n'est pas acceptable pour l'Église orthodoxe, hein, donc on voit et qui est typiquement européenne. Donc là, on voit une approche très spécifique que nous avons choisie, mais ce christianisme actuellement se développe d'une manière beaucoup plus vitale actuellement en Afrique ou autre part que chez nous, et donc on peut très bien imaginer un futur autre part et une Europe largement déchristianisée. Euh, J'insiste sur ce fait parce que d'un point de vue civilisationnel, ça me semble assez important. Il faut se dire que il n'y a pas que christianisme n'est pas synonyme avec civilisation européenne. Ça l'a été pendant un certain temps où la chrétienté était aussi la civilisation Europe, mais ce n'est plus le cas. Personne ne dira, je crois, que un Congolais ou un Coréen convertis au christianisme deviendraient automatiquement des Européens. Ils sont des chrétiens, évidemment, on a probablement plus d'atomes crochus qu'avec un hindouiste, mais pour autant, on ne dira pas qu'ils appartiennent à la civilisation européenne. Donc je fais un peu cette différence-là et crois d'ailleurs qu'avec cette distinction-là, je m'approche de plus en plus, disons, des pères de l'Église qui vivaient encore dans une situation où la foi et la politique allaient d'une manière très différente. D'ailleurs, c'est ce que même sous l'Empire romain christianisé, quelqu'un comme Saint Augustin, avec sa division entre la cité céleste et la cité politique, hein, la cité terrestre, a bien mis en avant que c'était même dangereux, à la limite, d'essayer de croire que les deux étaient identiques. Nous, on a pu croire que finalement cette cité céleste, elle se manifestait notamment dans le Saint-Empire romain, hein, mais cette distinction, de nouveau, entre l'Europe et la chrétienté, elle devient de nouveau de plus en plus évidente, et je crois qu'on ferait bien de relire les auteurs chrétiens primitifs pour de nouveau voir cette distinction qui, je crois, est fondamentale. Et en même temps, quand on a des élites de l'Union européenne qui cherchent à créer une identité européenne nouvelle à partir de rien, qui est d'ailleurs assez woke, qui est assez influencée par les idéologies du mouvement LGBT et autres idéologies progressistes, c'est pas du tout la direction que tu proposes pour permettre à notre civilisation de perdurer. Au contraire, tu parles d'un retour aux traditions, aux valeurs, aux identités qui sont chrétiennes, sur le modèle, je crois, justement du Saint-Empire du Moyen Âge. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est évident que ce que défendent les élites européennes actuelles est certainement ancré dans une certaine facette de notre identité européenne. Ce serait, je crois, euh, comment dire, malhonnête de nier que même le wokisme et que même toutes les absurdités de ce qui se passe aujourd'hui retournent à certaines traditions qui sont parfois même centenaires. Hein, je veux dire, ce n'est pas, je veux dire, l'individualisme radical, la haine du christianisme, pour ne dire ce que ces deux-là, ça a des longues racines aussi en Europe. Donc ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Pour moi, le wokisme est justement est seulement le sommet d'une erreur, si on veut, ou plutôt d'un choix civilisationnel assez logique que chaque civilisation a fait dans cette phase antithétique, c'est-à-dire de rejeter la transcendance et d'embrasser l'immanence et le matérialisme. C'est juste que là, maintenant, chez nous, ça atteint un extrême
idéologique qui est assez unique, même dans l'histoire des grandes civilisations, mais ce n'est pas un accident de parcours. Mais justement, ce qui est en train de se passer actuellement mène à l'absurde de l'humanisme, mène à l'absurde de toutes les grands idéaux qui au XVIe, XVIIe siècle pouvaient encore paraître héroïques, très individualistes et très humanistes, et qui aujourd'hui montrent leur nature absolument creuse et de fait anti-humaine. Et donc je suis assez persuadé que, voilà, que c'est notamment par cela aussi que l'Union européenne n'arrive pas à construire cette solidarité entre Européens dont on aurait si cruellement besoin, parce que cette solidarité, cette identité, ben, elle est déjà là, elle existe déjà, c'est 1000 ans de notre histoire, c'est toute notre proximité psychologique qui fait en sorte que qu'un Portugais et un Polonais, un Suédois et un Italien finalement partagent cette même approche chrétienne et faustienne aussi de l'identité, et que si on se balade dans un musée à Varsovie ou à Lisbonne, à Stockholm ou à Syracuse, ben, on retrouve les mêmes grandes tendances, les mêmes affinités, les mêmes sensibilités, les mêmes époques. Donc on voit très bien qu'on fait tous partie d'une même civilisation jusqu'à maintenant. Donc cette identité, elle crève les yeux, elle est là. Nous n'avons pas besoin de faire des bullet points avec des PowerPoint et tout ce qu'on veut pour expliquer aux gens en quoi ils sont semblables. C'est évident finalement en quoi ils sont semblables, mais cette approche donc purement rationaliste est évidemment en train de détruire à la limite cette proximité. Et c'est pour ça que je suis persuadé une fois de plus que quand on aura atteint le sommet, ou plutôt le bas-fond de cette évolution-là, que très logiquement, certaines élites et aussi une grande partie de la population va redécouvrir la tradition, va se mettre en quête d'identité quand elle sera face à tous ces problèmes-là, va essayer de tenter d'identifier et surtout de ressentir cette identité partagée qui va être à la base de cette solidarité. Et on le voit déjà maintenant, d'ailleurs, tu parlais tantôt des élections, je trouve que c'est assez intéressant. Encore il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, voilà, face à l'Europe, tu avais uniquement les nationalistes et les souverainistes qui disaient l'Europe, c'est de la vaste blague, on n'en a pas besoin, tout ce qui existe, c'est les intérêts nationaux. Et là, aujourd'hui, par une ruse de l'histoire presque hegelienne, bah, le pouvoir des wokistes et la menace très concrète d'islamisation fait en sorte que de plus en plus d'Européens, qu'ils habitent en France, en Allemagne, en Italie ou en Pologne, bah, se mettent ensemble et voient, ben, on a face à nous les mêmes défis. Quand on habite dans un ou dans un autre pays, on a exactement les mêmes problèmes, et donc ils commencent à se redécouvrir dans l'autre et de dire, ben, au fond, face à cette menace-là, nos petites différences historiques entre Français et Allemands, ou entre Allemands et Polonais, même si là ça prendra probablement un peu plus de temps, commencent à s'effriter. Et c'est pour ça aussi que les partis soi-disant populistes commencent de plus en plus aussi de travailler ensemble et de ne pas être dans le rejet les uns des autres, mais au contraire d'aller dans ce sens-là d'un travail constructif, pro-européen, mais sur une base conservatrice. Donc c'est l'histoire, d'un certain point de vue, qui est en train de se charger, et je crains qu'il va se charger encore beaucoup plus de l'émergence d'un tel sentiment identitaire. Merci, David. De rien, avec plaisir.